Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous vidéo et long format pour lequel nous avons le grand plaisir d'accueillir le grand poète Jacques Roubaud à l'occasion de la parution de son dernier livre, une expression toute faite que les journalistes emploient volontiers mais qui devient troublante à la lecture de certains passages de cet ouvrage. Bonjour à vous. Bonjour. C'est Lise Wajman, dont les abonnés de Mediapart connaissent la plume, les chroniques littéraires, la capacité à prédire les prix Goncourt plusieurs mois à l'avance, mais peut-être pas le visage qui conduira à cet entretien. Bonjour également Lise. Bonjour Joseph, bonjour Jacques. Pour les rares spectateurs, évidemment, qui ne vous connaîtraient pas, Jacques Roubaud, je vais me permettre de résumer succinctement votre vie et votre œuvre en moins d'une minute. C'est une gageure, mais disons que vous êtes mathématicien, vous avez enseigné la mathématique, vous tenez au singulier à l'université, poète, vous avez élaboré une écriture poétique liée en partie à votre pratique des mathématiques, préoccupée par les questions de nombre, de forme. Votre rencontre avec l'Oulipo à ce titre a été assez fondamentale et vous étiez en quelque sorte un plagiaire par anticipation de cet Oulipo puisque vous aviez, avant même de rencontrer Raymond Queneau et François Le Lyonnais, commencé à écrire une poétique influencée par la mathématique. Cela vous a guidé dans votre production exégétique. Vous avez beaucoup travaillé notamment sur la poésie médiévale, en particulier sur la matière de Bretagne et les troubadours, vos travaux de traduction, notamment de traduction de la poésie japonaise ancienne, et dans vos propres textes, qu'ils soient de poésie ou de prose. Et vous publiez donc ces jours-ci un texte qui se présente comme une sorte de pas de côté, on pourrait dire, un livre qui s'intitule Peut-être ou la nuit du dimanche, entre parenthèses brouillon de prose, et sous-titré Autobiographie romanesque. Ça fait beaucoup sur une seule couverture. On verra sans doute que ça désigne plusieurs des directions qu'ont emprunté votre travail. Est-ce qu'on peut commencer simplement en vous demandant de nous lire l'incipit de ce texte ? Sorti de l'hôpital sur le coup de Noël 2016, bénéficiant de peut-être quelques mois avant d'y revenir, je décidai d'essayer de m'exercer à l'autobiographie. À mon âge, 84 ans, et dans mon état plutôt précaire, il était temps. Persuadé que toute autobiographie est en grande partie fictive, pourquoi ne pas jouer le jeu romanesque ? Je pris un titre, La nuit de dimanche. Je commençais mon récit. Comme je n'avais pas beaucoup de temps devant moi, j'indiquais qu'il s'agissait d'un brouillon de prose. Alors, tout est presque là dans cet incipit. On peut peut-être commencer par l'affaire du brouillon qui tient au fait que vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous. C'est-à-dire qu'on a le sentiment d'emblée que c'est un livre in extremis, un livre que vous écrivez en ayant le sentiment d'une urgence. Je me lance là-dedans en n'étant pas certain que je vais arriver au bout, mais au bout de quoi, je ne sais pas, donc je n'ai pas de plan préétabli. Je démarre et à chaque moment, je sais que c'est incertain parce que je ne pense pas que je vais avoir l'occasion de revenir pour corriger, pour mettre ça en forme. Donc, à mesure que j'avance, c'est un brouillon. Et finalement, au moment où je décide de m'arrêter, c'est toujours un brouillon. Je ne suis pas revenu. Donc, je pense qu'il est bon de mentionner cela, que c'est un brouillon de prose. Et puis, c'est de la prose. Et puis c'est de la prose, on y reviendra sans doute, mais c'est aussi cette urgence, elle tient aussi à votre grand âge. Vous commencez par dire que vous avez 84 ans, que vous avez toujours aujourd'hui, comme au début de ce texte, et je me demandais dans quelle mesure on pense en vous lisant à un genre de la littérature du vieil homme qui revient sur sa vie. Alors, est-ce que vous aviez Montaigne en tête quand vous terminez votre livre? Vous faites allusion à Montaigne? Il est extrêmement difficile quand on s'engage dans une tentative de ce genre de ne pas penser au vieil ancêtre. Donc Montaigne est là toujours. Montaigne, ça vous va? Oui, bien sûr. Vous êtes ondoyant et divers, vous rédigez une autobiographie comme à la façon d'un sujet de Montaigne, changeant, ou revenant sur le fait que vous n'avez pas toujours été celui que vous êtes. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment... C'est pas vraiment un modèle, mais enfin, on a toujours un peu ça en arrière-plan quand on travaille dans ce genre de prose.
Mais justement, par exemple, vous avez une de vos figures, puisque vous passez par différents trajets, différents récits qui se divisent en 4 temps. Et un de vos temps, c'est un temps qui est consacré à un personnage que vous appelez QJF, qui je fus, en insistant sur le fait que ce personnage, vous ne savez plus très bien qui il était, que vous allez le réinventer, que l'autobiographie, c'est une invention. Oui, il y a le côté évidemment fictif de toute autobiographie. Et là, je me suis plongé dans ce problème. Et bon, j'ai pu démarrer comme une autobiographie généralement. On dit, bah, voilà ce que c'est, je me lance là-dedans, je raconte, je raconte tranquillement en pensant que c'est moi. Et puis, je me suis dit que c'était peut-être pas vraiment ça que je faisais. Et en y réfléchissant, j'ai eu l'impression qu'en fait, je pouvais faire plusieurs autobiographies qui seraient extrêmement différentes. Et à ce moment-là, je me suis trouvé en présence dans ma tête d'une autre autobiographie vraiment basée sur un principe tout à fait différent de celui qui est habituel. Donc vous avez multiplié les autobiographies en traçant donc quatre trajets que vous marquez par différentes polices dans la version imprimée, qui seront figurées par différentes couleurs dans la version numérique. Donc quatre inventions de vous-même. Il y en a deux. Et puis, il y a aussi le fait que je raconte à un certain moment, qui est le moment présent de ce que je suis en train de composer. Et donc, j'ai aussi quelque chose qui est de l'ordre du journal. Donc, ça, c'est le présent. Voilà. Et puis, en même temps, à mesure que je fais ça, comme je n'avais pas d'intention tout à fait précise au moment où j'ai démarré, de temps en temps, je m'interroge pour savoir qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc ça, c'est un quatrième mode. Et il y a donc ces 4 modes différents. Le journal où je suis les choses à mesure qu'elles se présentent, l'interrogation sur ce dont il s'agit, et puis les 2 autobiographies différentes, dont l'une, je pense, est assez originale. Laquelle ? Alors, celle qui ne ressemble pas à l'autobiographie habituelle qui dit voilà ce qui s'est passé dans ma vie. C'est une où j'essaie de comprendre dans une certaine façon dont j'ai décidé qui j'étais et qui finalement était inconnue de moi et que j'ai l'impression de découvrir. Voilà. Et qui, elle, est un peu étrange. Qui vous a surpris vous-même. Voilà. Et donc là, il y a aussi une dimension rétrospective, enfin, vous donnez une nouvelle lecture de votre propre vie. Ah oui, une lecture qui pour moi est inattendue. Je ne dirais pas que c'est une analyse, mais c'est une sorte quand même d'analyse sauvage de moi-même, et où j'essaie de comprendre finalement le fait qui est un peu bizarre dans mon parcours, c'est que j'ai fait des choses très, très variées. Voilà. Pourquoi est-ce que tout d'un coup je suis passé parce que je change au cours des années. Pourquoi je fais de la mathématique, puis relativement j'interromps la mathématique. Je fais de la poésie, j'interromps pendant longtemps la poésie, puis je la reprends. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui peuvent paraître finalement, en employant l'expression de mon maître François Le Lyonnais, disparates. Voilà. Et j'ai l'impression de trouver un fil qui va m'expliquer ce disparate. Voilà. Et ce fil est un fil autobiographique et bien entendu revient à l'enfance et au rapport avec la maman et tout ça. Hein. Voilà. Des éléments balisés dans les autobiographies. Vous dites effectivement que vous avez passé de la mathématique à la poésie, et puis là, ça, vous l'appelez brouillon de prose. Je vais faire mon naïf, mais je croyais que maintenant, poésie et prose, on ne savait plus exactement la distinction. À vous entendre, elle est assez ferme. Alors,
bien sûr, je parle pour moi, je ne parle pas pour tout le monde, mais pour moi, j'ai continué, j'ai toujours établi une séparation entre poésie et prose, avec évidemment, cette séparation est comme une bataille. Je pense affirmer qu'il y a poésie et prose et que ce n'est pas la même chose, mais en même temps, chacun essaie de bouffer l'autre. Hein. La prose essaie de prendre, par exemple, Flaubert essaie de faire de prétendre qu'il y a plus, finalement, en gros, il n'y a plus besoin de prose, il n'y a plus besoin de poésie, puisque la prose peut faire tout. Et selon moi, il y a une réponse de Baudelaire. Baudelaire répond en fait à Flaubert avec ses poèmes en prose, en disant, voilà, par exemple, les nuages, là, j'aimerais bien vous voir faire. Hein. Moi, je le fais, mais vous pouvez pas, vous, le prosateur, vous ne pouvez pas. Voilà, il y a ça. Et donc, il y a cette frontière mouvante et une frontière épaisse, puisque dans la théorie topologique de répartition de l'espace, les frontières, c'est rarement des lignes. Hein. C'est aussi des espaces. C'est aussi un peu épais, et puis on peut avoir un pied dans un endroit et en même temps l'autre pied dans l'autre, comme Charlot quand il s'en va. Hein. C'est ça. Donc voilà. Et moi, j'ai toujours maintenu cette distinction. Mais comment ça se passe? Parce que si l'une essaye de manger l'autre, vous, c'est à l'intérieur de vous-même et de votre écriture que ça se passe. Donc, est-ce que c'est violent, c'est poreux, comment ça se passe, cette autophagie mutuelle? Ça peut être violent et ça peut être poreux, ça peut être doux, mais ça, c'est souvent très violent, quoi. Très violent. Mais ici, donc, vous écrivez, au fond, une sorte de retour à l'origine qui explique votre nature, enfin qui revient sur votre nature profonde que vous connaissiez déjà, qui est celle d'un poète. Mais pour dire que vous êtes un poète, vous en passez par la prose. Bien sûr, parce que dire qu'on est poète n'a qu'une seule manière de faire, c'est composer des poèmes. Et là bien entendu, on n'en ressort pas. Donc si on veut en sortir et regarder ce que c'est, nécessairement il y a la prose. La prose est capable de faire quand même beaucoup de choses. Parce que vous aviez déclaré par exemple que la prose vous semblait monotone par rapport à la poésie qui est, elle, rythmée. Mais pour moi j'ai toujours eu une certaine difficulté avec ça, pensant que j'avais quand même plus de moyens d'être ferme et d'aller dans un sens que je voulais avec la composition de poésie. Alors que la prose, quand même, est infiniment diverse. Hein, et bon, moi, je ne suis pas toujours à l'aise dans la prose. Vous évoquez dans le livre, vous parlez d'un effet fantôme de la poésie, c'est-à-dire vous revenez aussi sur le fait que aujourd'hui, pour vous, la poésie n'est plus qu'une sorte de survivance qui parerait des formes que vous trouvez, vous, d'évaluer, comme vous évoquez le rap, le slam. Non, pas le rap. Hein. J'ai l'estime pour le rap, mais pas pour le slam. Enfin, moi, c'est une discussion annexe. Non, c'est vrai, je pense que la France est vraiment un pays assez curieux parce que c'est vraiment le pays où la poésie est le plus mise de côté et méprisée. Je ne vois pas ça dans les autres pays du monde. Et ça, vous l'expliquez comment? Oh bon, je ne l'explique pas, moi, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas ni politique, donc je ne sais pas pourquoi ça vient, mais je le constate. Je constate donc l'absence de la poésie, on l'a dit 50 fois dans les médias, un peu partout, etc. etc. Et c'est un peu spécial, à la France. C'est une particularité, ce qui est évidemment très ennuyeux pour quelqu'un qui se considère comme poète. Vous avez l'impression d'incarner quelque chose d'une poésie qui serait aujourd'hui révolue, quelque chose qui serait perdu. Quand vous évoquez l'effet fantôme de la poésie, je me suis demandé dans quelle mesure vous ne souhaitiez pas incarner cet effet fantôme dans le livre. Ah non. Je pense que souvent, je ne sais pas, moi
Autrefois, j'ai entendu un président du Conseil parler du 5e plan comme de la poésie. Enfin, je veux dire, la poésie n'est pas présente, mais en même temps, elle est souvent invoquée pour parler d'autre chose. Voilà, en dehors d'elle-même. Voilà. Et ça, c'est à la fois extrêmement désagréable si on est poète, et très intriguant aussi. Je n'arrive pas vraiment à le comprendre. Mais vous revenez aussi dans le livre sur vos rapports avec l'Oulipo, avec cette association. Donc, comment est-ce qu'on peut appeler ça? C'est une association loi de 1901 avec des statuts. Et évidemment, j'ai consacré pas mal de temps de mon existence à travailler dans ce groupe. Et bon, j'en suis un peu éloigné, en partie à cause de l'âge, hein, évidemment. En même temps, vous réglez aussi quelques comptes dans ce livre, hein, et avec l'Oulipo, que vous nommez Apsipala, et avec... Non, c'est pas l'Oulipo, c'est de la fiction. C'est de la fiction. Oh, c'est du roman à clé, c'est aisément décryptable. Je me suis un peu inspiré de mon maître, Raymond Queneau, puisque c'est en fait Raymond Queneau qui m'a fait entrer dans ce groupe Oulipo et qui m'a permis d'être publié aux éditions Gallimard pour mon premier livre de poésie. Et donc, je m'inspire un petit peu de ce que Queneau a fait quand il a rompu avec le groupe surréaliste et qu'il a publié un roman dans lequel il qui est un peu une parodie. Bon, alors moi, ayant des difficultés avec le groupe Oulipo, je me moque un peu d'eux avec ça a une dimension parodique, voilà. Mais c'est pas méchant. C'est un groupe vivant aujourd'hui, l'Oulipo? Enfin, c'est une écriture vivante? Ah ben, l'Oulipo est extrêmement actif en tant que groupe qui est présent anime des ateliers d'écriture, fait des lectures. Oui, c'est toujours extrêmement actif. Moi, je pense qu'ils ont un peu abandonné les tâches que leur avait données leur fondateur, François de Lyonnais, et c'est la raison de mes difficultés avec eux et la raison pour laquelle certains des chapitres de mon livre peuvent apparaître comme des parodiques par rapport à l'Oulipo, ce qu'ils sont. Et c'est quoi, Jacques Roubaud, ces tâches qui auraient été abandonnées? Est-ce que vous essayez de les poursuivre? Ben, moi, j'ai toujours essayé, oui. Je pense à l'avoir fait. Et bon, dans mon livre, je dis que je n'ai pas entièrement perdu mon existence puisque j'ai connu deux génies. Je considère que le président Lyonnais, François Lyonnais, était un génie et qu'il a inventé quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle contrainte d'un certain type, potentialité, notion de plagiat par anticipation, toutes ces choses-là, et que ce sont un peu comme des théories scientifiques, elles ne sont pas figées une fois pour toutes, et il aurait fallu continuer à les explorer, et que ma difficulté avec le groupe Oulipo vient du fait que je pense qu'ils ont abandonné ça. Bon, ils ne sont peut-être pas d'accord, mais bon, voilà, ça c'est ma position. Et donc, j'ai connu un autre quelqu'un que j'appelle aussi un génie, moi je n'ai pas peur des mots, en mathématiques, qui est Jean Benabou, avec lequel j'ai travaillé modestement parce que je ne suis pas un mathématicien important, et donc qui lui, je pense, est un mathématicien de génie, et je fais d'ailleurs dans mon livre, il y a un chapitre où j'explique ça. Voilà. Est-ce qu'il faut quand même connaître la mathématique pour faire l'Oulipo, ou c'est pas nécessaire? C'est-à-dire, il y a d'une part, et c'était l'intention des fondateurs, enfin, de François Lyonnais et Raymond Queneau, il faut qu'il y ait des mathématiciens et il faut qu'il y ait des non-mathématiciens. Voilà. Les mathématiciens ne sont pas nécessairement des créateurs en littérature et les littérateurs ne sont pas nécessairement mathématiciens. Hein. Par exemple, celui qui représente quand même la meilleure illustration qui est faite des intentions initiales de l'Oulipo, Georges Perec, n'était pas un mathématicien. Il avait beaucoup du mal
à faire 12 moins 7. Il faisait 7 à 8, à 9, à 10, à 11, à 12. Hein. Bon, ce n'est pas un mathématicien, mais il se laissait guider par la mathématique. Voilà. Et donc, vous avez pratiqué avec l'Oulipo, mais aussi dans vos propres, dans des travaux qui sont déconnectés du travail pour l'Oulipo, une écriture de la contrainte. Et en même temps, cette contrainte, vous passez votre temps à la transgresser. C'est comme si la contrainte était là pour mieux être abandonnée. Je pense... C'est normal. C'est normal, c'est le principe. On ne peut vraiment comprendre qu'est-ce que c'est qu'en voyant qu'est-ce que ce n'est pas. C'est clair, hein. Ça a toujours été comme ça. Mais j'ai travaillé sur différentes choses qui n'étaient pas du tout de cet ordre-là. Hein. Dans la poésie, toute ma poésie n'est pas contrainte, enfin voilà. Et puis en particulier, il y a une expérience qui n'a quasiment rien à voir, avec l'Oulipo et qui a pour moi été très très importante. C'est quelque chose, une expérience que j'ai faite avec un poète mexicain qui a eu le prix Nobel, Octavio Paz, et qui était la tentative d'une composition collective à plusieurs, et qui a donné lieu à un livre nommé Renga, et qui est une expérience très unique, puisqu'il y avait 4 poètes, dont un de langue espagnole, le Mexicain Octavio Paz, un Anglais, Charles Tomlinson, un Italien, Eduardo Sanguinetti, et moi, de langue française, et ça a donné un livre très étrange qui s'appelle Renga. Voilà. Et ça, c'est pas du tout de la contrainte oulipienne. Hein. On n'est pas obligé, quand on appartient à l'Oulipo, d'être à la fois mathématicien et poète, mais il se trouve que c'est ce que vous êtes. Vous disiez tout à l'heure que la prose et la poésie, elles essaient de se manger mutuellement à l'intérieur de vous. Qu'en est-il de la mathématique et de la poésie ? Est-ce qu'elles ont aussi un rapport conflictuel ? Est-ce qu'au contraire, elles se nourrissent l'une l'autre ? Enfin, comment ça se passe ? La mathématique que j'ai faite m'a effectivement aidé à être poète. Parce que quand j'ai commencé, comme beaucoup des jeunes gens de ma génération, hein, quand même, c'est les années juste de l'après-guerre, l'extraordinaire prestige qu'avaient des gens comme Aragon, Éluard et Breton. Hein. Donc j'ai commencé comme ça. Et pendant des années, j'ai été un petit jeune homme qui faisait de la poésie, j'aurais dit une sorte de surréalisme mou, contaminé par la poésie de l'engagement. Vous voyez, ouais, c'est vraiment ça donne pas très envie, hein. 2 choses très, 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 très médiocres, finalement. Et ce qui m'en a sorti, c'est la mathématique. Hein, voilà. J'ai laissé tomber ça, et puis j'ai fait de la mathématique de façon à avoir une carrière mathématique. Et à un certain moment, je me suis dit, moi, ben voilà, c'est comme ça que je vais m'en tirer. Et j'ai donc utilisé la mathématique pour pas la composition de poèmes du tout, hein, mais pour l'architecture possible à donner à des livres de poésie. Voilà. Est-ce que vous pouvez donner un exemple à des gens incultes en mathématiques, de composition d'un livre qui se fait à partir de ça? Eh ben, mon premier livre a été composé à partir en prenant le modèle d'un jeu japonais, le jeu de Go, mais bien évidemment, la façon dont j'ai réparti en sections mon livre, la façon dont j'ai organisé chacun des poèmes, chaque fois était appuyé sur une base mathématique. Voilà. Pas intéressant du tout d'expliquer en quoi, parce que c'est de la technique. Bah, après tout le monde a des techniques, ça pourrait être la technique de la cuisine, c'est autre chose. Hein. Et quand vous faites de la prose, la mathématique n'intervient pas du tout? Ah non. Mais pourtant, ici, vous indiquez que pour une règle que vous avez transgressée, donc, qui tenait à la longueur des chapitres. Si n est le nombre idéal de caractères, le chapitre devra mesurer entre n moins p et n plus p, où p est égal à n sur 2, écrivez-vous.
contrainte initiale, une longueur fixe que vous vous empressez d'adoucir, autrement dit, de trouver toute la marge possible. Petit à petit, au mesure que j'avançais, je me suis rendu compte que ça, c'était de l'illusion. Je peux pas, je pouvais pas, j'avais pas assez de temps pour m'occuper de ça. Puis il faut revenir en arrière. Bon, donc j'ai petit à petit abandonné tout ça. Il n'y a pas la moindre contrainte d'aucune sorte dans ces chapitres qui avancent. Est-ce que vous diriez que, d'une certaine façon, peut-être, ou la nuit de dimanche, c'est votre recherche du temps perdu? Oui, en un sens, c'est vrai. En un sens, c'est vrai. Essayez de le comprendre, ce temps. Essayez de comprendre pourquoi je suis là. Bon, ça c'est vraiment le souvenir le plus direct. Et pourquoi, tout d'un coup, tout ça va s'évanouir et passer à autre chose. Alors, voilà, donc, Vous pouvez revenir sur le titre, peut-être, ou la nuit du dimanche? La nuit de dimanche, je commence comme ça. Et là, c'est le récit d'événements que, bien entendu, et de manière consciente, très rapidement, je pénètre de fiction. C'est à la fois vrai, mais en même temps légèrement amalgamé avec de la fiction. Après tout, les autobiographes font ça sans s'en rendre compte, autant le faire quand on comprend. Bon. Et puis après, je me dis, vraiment, cette façon de faire, elle est très incertaine. Est-ce que c'est vers ça que je tends? Est-ce que c'est ça que finalement j'aurais fait dans ce brouillon? Peut-être ben que oui, peut-être ben que non, comme disait souvent que nous. Voilà. Donc peut-être. On n'a pas encore lu les papiers qui vont être écrits sur ce livre, parce qu'en fait on enregistre l'émission un tout petit peu avant la sortie du livre, mais on peut se douter que certains vont parler de livre testamentaire. Est-ce que c'est quelque chose, une dénomination qui pourrait vous aller? C'est vrai. Et c'est d'autant plus vrai que, bien entendu, j'ai mon âge et je suis dans un état de santé précaire. Donc ça peut tout à fait paraître comme ça. Mais d'une certaine façon, le premier livre que j'ai publié était également testamentaire. Hein. Donc, on peut dire qu'alors qu'il avait d'énormes projets, la vie mode d'emploi de Georges Perec peut être considéré comme testamentaire, puisqu'il est mort pas très longtemps après ça, et très jeune. Bon. Mais bon, non, c'est pas un livre de testament. Vous réglez quand même quelques comptes dedans, non? On peut pas dire ça? Mais oui, si on veut, mais pour moi, c'est pas le plus important. Et alors, c'est quoi le plus important? Le plus important, c'est que pour moi, dans cette prose, je donne deux possibilités d'autobiographie qui sont vraiment tout à fait différentes et que je pense originales. Merci beaucoup, Jacques Roubaud. Merci à vous. Peut-être ou La nuit de dimanche, brouillon de prose, autobiographie romanesque, c'est publié aux éditions du Seuil dans la collection de Maurice Hollander. Merci beaucoup. À bientôt.